Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de Guy Rey, de l'association VAM et NIAC. C'est en suivant une transhumance jusqu'au parc de Launaguet que j'ai rencontré Guy Rey, professeur bénévole de l'occitan dans l'association VAM et NIAC, Élan et Mordant, qui a recréé une centaine d'anciens jeux en bois, jeux d'adresse, casse-tête, jeux de foire, qu'il présente avec d'autres membres de l'association dans le cadre de certains événements comme celui-ci. Des jeux pour les petits et pour les grands. Ce jour-là, je lui ai donc posé quelques questions autour d'un casse-tête puzzle en bois. Alors dites-moi. Ouais. Donc voilà, ça c'est un jeu mathématique par exemple, qui est en fait un hybride entre un problème mathématique qui est bien connu en général des lycéens, tout ça, mais il y a aussi une astuce de bricoleur. Et les deux mélangés font que ça devient un truc incroyable. Voilà. En fait, c'est un puzzle. Hein. Les pièces sont 4 pièces identiques et il n'y a pas de jeu. Ça veut dire qu'elles rentrent dans un cadre, le cadre est plein, donc on ne peut rien rajouter. On croit ça, mais en fait, c'est pas vrai du tout, parce que si je les tourne de 180 degrés comme ça, de nouveau, je remplis le cadre, mais ça le fait pas, quoi. Mais j'ai gagné 10 cm². Donc d'où ça vient ce truc-là? Bah dites-moi. Ouais. Voilà, donc il y a une raison mathématique, mais il y a aussi une astuce de bricoleur. Et c'est les deux mélangés qui font que ça devient curieux. C'est comme si on rajoutait un verre d'eau dans une bouteille pleine d'eau. Et alors c'est quoi l'astuce mathématique? Alors l'astuce mathématique, c'est lorsqu'on a un carré, qu'on le partage comme ça avec un certain angle, en redisposant les pièces, on obtient un second carré, mais qui est plus grand que le premier. Or là, c'est pas le cas puisqu'ils rentrent tous les deux dans le même cadre. Okay. Et c'est ce qui est tout à fait curieux. Et pourquoi ils rentrent dans le même cadre? Parce qu'il y a une astuce de bricoleur. Il faut la trouver. Okay. Voilà. On a ensuite convenu d'un rendez-vous dans une ambiance plus calme. Il a pu m'expliquer un peu plus en détail son parcours, comment sont nés les jeux en bois, et pourquoi, et ses autres activités. Car il écrit, il compte, il donne des conférences sur le chemin de Compostelle. Un personnage, c'est Guy Rey, très créatif, foisonnant. Alors, donc, quand j'étais retraité, je me suis aperçu que effectivement l'occitan m'intéressait et donc j'ai demandé à travers l'Institut d'études occitanes, j'ai eu la possibilité donc de donner des cours aux adultes d'occitan. Vous connaissiez l'occitan alors? Je le connaissais d'oreille. Donc j'ai appris à le lire, à l'écrire et tout ça, et jusqu'au point où donc maintenant je donne des cours aux adultes qui veulent retrouver là aussi souvent leur passé quoi, hein, ou leur jeunesse. Comment est arrivé alors le jeu en bois? Alors ça découle tout à fait des cours d'occitan, c'est-à-dire les cours d'occitan lorsque les gens adultes viennent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, l'accord du participe, l'imparfait du subjonctif et tout ça, ça devient vite un peu usant, quoi. Hein. Donc il faut trouver des trucs un peu plus ludiques, disons. Voilà. Donc je leur ai dit, si vous trouvez des textes écrits en occitan, amenez-les, et puis on verra ce qu'on peut en faire. Et un jour, il y en a un qui est arrivé avec un vieux magazine où il y avait des dessins qui représentaient des fêtes locales. C'est-à-dire quand on était sur la place du marché, on voyait des gens qui jouaient à des jeux, manifestement en bois. Voilà. Donc il y avait un texte, on a travaillé là-dessus, très bien. Mais on s'est dit, ces jeux, ils n'existent plus, on ne les trouve plus, c'est dommage. Alors moi, avec ma seconde vie de bricoleur, j'ai commencé à les fabriquer, avec ce qu'on voyait sur le document. Bon, c'est parfois un peu compliqué, parce qu'il faut les mettre au point et tout ça. Mais maintenant, on en a une centaine. Donc, quoi en faire hein? On les montre, on fait des démonstrations, on raconte leur histoire dans les écoles ou voilà, les gens qui veulent faire une animation. D'accord. J'ai vu qu'il y avait différents types de jeux. Il y a les jeux d'adresse, les jeux d'extérieur, les... Oui.
Alors, on a des jeux de foire. Les jeux de foire, autrefois, c'était parfois des jeux de force ou d'adresse, lancer de palets, tir de corde, trucs comme ça. Et il y en a d'autres de jeux de foire, à part les jeux de force? Oui, bien sûr, les jeux d'adresse plutôt. Lancer des palets, on connaît par exemple le mythique jeu de la grenouille, qui est très connu, que je n'ai pas parce que, en fait, mes jeux, il faut qu'ils soient tous pliants, parce que le problème, c'est le rangement et le transport. Alors, en général, je fais des jeux qui sont pliants. Or, le jeu de la grenouille, c'est une espèce de caisse qui doit faire 1 mètre de haut et 50 dans toutes les autres dimensions, très difficile à plier, à transporter. Le jeu de la grenouille, c'est un grand caisson avec au-dessus une grenouille qui ouvre grand sa gueule et différents trous, passages, etc. Et on lance des sortes de pièces métalliques, évidemment, qu'il faut faire tomber dans les trous, les passages. Et ensuite, il y a un labyrinthe qui fait ressortir la pièce et ça donne un certain nombre de points. Voilà. En fait, c'est un jeu non seulement d'adresse, mais aussi un peu de hasard. Est-ce que vous en avez inventé de nouveaux? Ah oui, bien sûr. Parce qu'une fois qu'on voit les techniques qu'utilisaient ces gens-là, on peut imaginer un tas de choses, bien sûr. Toujours dans l'esprit. Oui, d'accord. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait... il y a des casse-têtes, des puzzles en bois. Hein. Qu'est-ce que c'est les montages typiques d'autrefois? Moulin à vent, mécanisme d'automobile. Alors ça, c'est un peu différent. C'est effectivement des espèces de caisses qu'on pourrait appeler des caisses pédagogiques. D'accord. C'est-à-dire que c'est des démonstrations, par exemple, construire tout le mécanisme d'un moulin à vent, et on peut expliquer donc comment ça fonctionne, etc., à travers la maquette. C'est une maquette, autrement dit. Ce qui est intéressant dans les écoles, par exemple, et tout ça, c'est que derrière le moulin, on peut avoir un tas de discussions. C'est très sociologique, un moulin. D'accord. Le fait qu'il y ait un moulin quelque part et que les gens l'utilisaient, etc., il y a derrière un tas d'histoires qu'on peut raconter voilà, sur la façon dont vivaient les gens. Voilà. On disait que les meuniers, c'était les plus grands voleurs et les plus grands hommes à femmes qu'on pouvait bien connaître. Mais c'est très normal, parce que le meunier se payait sur une partie du grain qu'il était amené, qu'on appelait la pugnado. Voilà. C'était pas 8 ou 10% de la quantité, voilà, qui servait à nourrir sa famille, à nourrir son âne. D'accord. Et puis, qui c'est qui venait au moulin? Dans les maisons, c'est les femmes, donc les femmes ou les bonnes qui étaient chargées d'aller amener le grain et ramener la farine. Donc le meunier connaissait toute la gente féminine du coin, évidemment. Voilà, donc derrière, il y a un tas d'histoires. Et le mécanisme automobile, j'ai vu qu'il y avait... Voilà, alors je me suis amusé aussi à construire effectivement une mécanique où il y a une boîte à vitesse. Alors avec des rouages en bois, évidemment. Et un pont différentiel pour expliquer... alors ça, c'est plutôt pour les collégiens ou les lycéens. Comment fonctionne une boîte à vitesse et pourquoi. Pourquoi on l'a construit comme ça. Voilà, et comment ça marche. Vous faites de nombreuses interventions en école et collège? Oui, ça arrive souvent. Alors évidemment, les premières écoles qui nous ont contactés, ce sont les calandrettes, évidemment, puisque y a un peu d'occitan derrière tout ça quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez les calandrettes? Donc ce sont les écoles immersives français-occitan. Donc tout se fait en occitan dans une école calandrette. Est-ce que le jeu en bois est un moyen pédagogique pour l'apprentissage d'une langue? Ça peut l'être, oui. Vous en êtes servi de cette façon? Alors avec mes adultes, non. Mais je me rends compte que dans les calandrettes ou tout ça, ça pourrait être tout à fait un support pédagogique. D'accord. On peut par exemple utiliser un ludion. C'est quoi? C'est une sorte de démonstration
de comment se meut un sous-marin dans l'eau, n'est-ce pas? Donc c'est un ludion qui est dans une bouteille et qu'on peut faire à l'envie monter ou descendre. Donc on peut expliquer par exemple que le ludion ne comprend que la langue occitane. Et on lui dit d'abord et il descend, on peut lui dire puge et il monte dans la bouteille. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a un truc, c'est en appuyant sur une bouteille qui est en plastique et non pas en verre, même si elle ressemble à une bouteille en verre. Et on fait croire aux enfants que voilà, le ludion répond à l'injonction de monter ou de descendre. Donc il y a un petit peu de magie alors. Ça touche la magie des fois un peu, ouais. Mais ça les intéresse beaucoup, les gamins. Oui, j'imagine. Oui, donc pour vous, c'est important de parler l'occitan. C'est quelque chose c'est fondamental. Tout à fait. Et si vous avez vu les jeux, vous avez vu que la plupart je leur ai donné un nom occitan. Voilà. Et on a travaillé avec le groupe à faire, par exemple, les règles d'emploi ou tout ça en occitan et en français. J'ai vu aussi que vous faisiez des interventions de conteurs en occitan et en français ou seulement en occitan? Alors en occitan de préférence, c'est ça vraiment qui me plaît. Donc j'ai inventé une sorte de personnage un petit peu décalé, etc., auquel il arrive une série d'histoires qui font l'objet donc de sketchs. Et pendant 1h30 quasiment, on suit un fil rouge et on suit ce personnage à qui il arrive un tas de mésaventures. D'accord. Et il s'appelle Janel de Traboul, c'est ça? Traboul, c'est ça. On dit Lou Janel de Traboul. D'accord. Et qui habite à Sainte-Trouffigne de Merdalioc. Est-ce que vous vous basez sur des contes occitans ou c'est des sketchs que vous avez écrits? Non, c'est des sketchs qui sont complètement sortis de ma tête. Mais attention, il y a une chose qui est très importante, parce que qu'on soit au Moyen-Âge ou qu'on soit actuellement, les règles pour construire une histoire qui soit intéressante, qui sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une situation qui se répète 3 fois et que l'on répète avec les mêmes mots. Oui. Voilà. Et puis la 4e fois, il y a un mot qui change et c'est ça qui devient rigolo. Enfin bon, il y a un certain nombre de règles. Ensuite, il y a une règle qui est c'est-à-dire que le conteur occitan est très, en général, qui se fout de lui-même. Donc, une autodérision très prononcée. Ça, c'est vrai. Hein, autodérision très prononcée. Et ensuite, on tape sur tout ce qui représente un pouvoir. Ça, c'est très classique dans ce type de sketch. Voilà. Et ça, c'est des règles qui existent depuis très longtemps. Donc, finalement, vous vous inscrivez dans une tradition, finalement. Oui, un petit peu, mais avec des thèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est par exemple un fait divers qu'on pourrait trouver dans n'importe quel journal. Et voilà, et c'est la réaction de Traboul face à ces événements. Voilà. Comment ce personnage vous est-il venu? C'est un peu des traditions, parce qu'il y a eu toujours dans les campagnes et tout ça des conteurs, donc qui racontaient des histoires, soit qui est réellement vécues dans la contrée ou complètement imaginées, ou qui se transmettaient de génération en génération. Donc ça a toujours existé, les veillées, où l'on raconte des trucs... alors plutôt qui commencent très comme si c'était un fait divers que l'on rapporte et qui souvent finit de façon extraordinaire. Ça part dans l'imaginaire? Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous avez des dates à venir? Alors pour les jeux, oui, il y a un certain nombre de dates qui sont prévues puisqu'on en fait à peu près une 15aine de sorties par an. Hein. Pour Traboul, là, pour le moment, j'en ai pas. Et puis dans ma situation maintenant, c'est plus difficile, je veux dire, d'occuper une scène que lorsque j'étais valide. Hein. C'est récent, votre invalidité? Oui, bon, donc il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai eu un AVC.
et qui fait que je suis quasiment hémiplégique, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile d'occuper une scène dans cette situation. Et pour finir, je lui ai demandé de me lire un petit extrait d'un de ses derniers sketchs, Lu Capitani, le capitaine, ce qu'il a bien voulu faire. Voilà. Volevo sapere space, eri al reggimento am lu Bernard de Fraise, lui che parlavo a tal che mai n'accabavo le paure, che j'avo, di guni podio pares. E moi eren al reggimento sul portaavion Clemenceau, si fait. E vos podi dire che da quel temps ero come ero, tutto un empano. Allora, quand has balatzat el punt, quand has tirat les ranteles des ales des avions, i apareix a fa. E quand i apareix a fa, on s'emmerdo. E quand on s'emmerdo, on fumo. E lo Bernard de Fraise e il pompavo chicon. Fumavo come parlavo. Ciuf, 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 ciuf. Jamais n'accabavo. Merci à Guireille et à sa femme qui m'ont gentiment reçu chez eux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces jeux en bois et leur demander une démonstration, je vous recommande d'aller voir le site de l'association vamignac.org, qui dépend aussi de l'Institut d'études de l'Occitan. Vous y découvrirez plein de choses, aussi bien en français qu'en occitan, et qui sait, vous trouverez là aussi une occasion d'apprendre l'occitan. Il y a aussi une page sur Guireille et les interventions comptées ou conférences qu'il propose. Cet épisode se termine. Si vous souhaitez le réécouter, il sera disponible le 1er juin sur toutes les plateformes de podcast et ma chaîne YouTube, et un peu avant sur Radio Occitanie. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir, abonnez-vous, mettez des likes, etc. À bientôt pour de nouvelles rencontres.